L'année 2021 aura été assez ordinaire côté production, mais tout de même riche en actualité. Au courant de ces 2 avant-midi de webinaire, nous tenterons de dresser le portrait global des nouveautés. Au menu, il y aura des sujets plus techniques, pollinisation, lutte aux ravageurs et nouveaux budgets bleuets. Nous avons aussi quelques projets importants sur différents sujets dont les résultats commencent à sortir. Faites à noter, 2 de ces projets-là sont directement issus de la bleutière d'enseignement et de recherche. Donc, tout ça pour dire que ça commence à porter ses fruits. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une formule en 2 avant-midi. Ça débute aujourd'hui. Il y aura une deuxième partie mercredi prochain. Alors, on espère vous avoir avec nous mercredi prochain. Au niveau des partenaires de l'événement, je tiens à remercier le syndicat des producteurs de bleuets du Québec, le Club Conseil Bleuet, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Bleuets Mistassini, Bleuets Sauvages du Québec et Congélerie L'Héritier, qui ont tous contribué à cet événement monétairement ou via le comité organisateur. Alors, je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Donc, maintenant, comme pour le mot d'ouverture, j'inviterai M. Nicolas Penneau, qui est président du syndicat des producteurs de bleuets du Québec, à venir nous prononcer le mot d'ouverture. Merci, Pierre-Olivier. J'ai une petite slide que je vais présenter. Ça va être très rapide. Donne-moi une seconde. OK, donc je vais très, très, très rapidement. Merci, Pierre-Olivier. Bon, une saison qui arrive à grands pas, on le sait, ça s'en vient très rapidement, déjà la mi-mars. On est pris dans toutes sortes de choses pendant l'hiver, souvent des dossiers plus de comptabilité, politique, assemblée et autres, mais faut pas oublier la priorité des priorités qui est la production, nos rendements. Heureusement, cette année, je pense que la saison décolle un petit peu moins rapidement que l'année dernière. Je pense que tu vas en parler tantôt, Pierre-Olivier. L'année passée était difficile par rapport à ça, mais heureusement, on a eu des belles bordées de neige un peu sur le tard, mais bon. La productivité, peut-être un mot là-dessus, au-delà de la politique, j'ai marqué, je viens d'en parler. On a toutes sortes de dossiers, mais c'est ça, il ne faut pas oublier la productivité, puis c'est ce qui va faire que notre industrie du bleuet sauvage va être compétitive dans l'avenir. C'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler à tous les jours, autant au niveau de la recherche que des partenariats avec les scientifiques. Il faut trouver des manières de toujours améliorer notre productivité, nos rendements, parce qu'on le sait, on est en compétition avec d'autres sortes de petits fruits, puis en particulier les bleuets de Corymbe. Eux ont certains avantages qu'on n'a pas. Ils peuvent jouer sur la génétique des plants, ce que nous, on ne peut pas faire avec le bleuet sauvage, mais on a plein d'autres avantages. Puis on a collectivement réussi à améliorer les rendements depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il faut continuer dans ce sens-là. Puis c'est des journées comme aujourd'hui, justement, qui permettent de transmettre l'information à nos producteurs. C'est super important. J'avais juste mis sur la slide un extrait, un court extrait d'un sondage, d'une consultation qu'on a faite récemment auprès des producteurs, à savoir si le SPBQ a un rôle à jouer dans l'augmentation de la productivité des producteurs de bleuets. Puis il y a quand même là, une forte majorité, là, 78% de nos producteurs qui jugent qu'on a un rôle à jouer. En même temps, je voulais quand même dire, on a eu des commentaires aussi libres que, bon, il faut faire attention de ne pas dédoubler l'information, de ne pas dédoubler le travail non plus. On a plein d'experts, on a des gens qui font de la recherche. Donc, je pense que le syndicat a un rôle là, à jouer au niveau de la priorisation, entre autres, des projets de recherche, puis aussi l'organisation de la communication producteur, donc le genre de choses qui se fait aujourd'hui avec ce webinaire. Je ne pouvais pas m'empêcher de dire 2 mots sur l'enjeu de la pollinisation. On a plein d'enjeux là, chez les producteurs de bleuets sauvages, mais la pollinisation, on le sait, c'est un enjeu majeur. Puis il y a déjà quelques producteurs qui m'ont envoyé ce matin là, des articles de journaux. Bon, de mon côté, à chaque fois qu'un journaliste m'appelle, je mentionne qu'on veut essayer d'être moins présent dans les médias, là, mais c'est pas évident quand les apiculteurs ont donné des entrevues puis ils demandent aux producteurs d'en parler. J'ai énormément de rencontres là-dessus. Je vais être à l'Assemblée générale ce vendredi des apiculteurs, à leur journée apiculture samedi également. Puis on a invité aussi Raphaël Vacher des apiculteurs à venir dire 2 mots à notre AGA en avril. On sait que c'est un gros enjeu. Il va y avoir moins de ruches disponibles cette année à cause des pertes. Il
moi, si j'ai un mot supplémentaire à dire là-dessus aux producteurs, là, c'est qu'il faut, je pense, chacun de nous penser à diversifier notre pollinisation pour être un petit peu moins dépendant juste des abeilles à miel. Parce que même si on travaille plein de groupes de travail en ce moment là, pour trouver des solutions à court moyen terme, avec plein d'intervenants, mais c'est pas si évident que ça pour augmenter rapidement le nombre de ruches qui vont être disponibles pour les producteurs au Québec. Donc, les bourdons, les mégachilles, les îlots, les îlots florales pour les pollinisateurs sauvages, je pense qu'il faut collectivement et individuellement tout regarder ces options-là. Ensuite, ben, je voulais terminer en mentionnant la passion puis la résilience des producteurs de bleuets sauvages. Passion parce que je pense que c'est quelque chose qui nous distingue là, au niveau de la production de bleuets sauvages. On est des passionnés. Parfois, ça amène des déchirements, des discussions un peu houleuses. C'est le propre souvent des gens passionnés. Mais il y a une chose sur laquelle qu'on a tous en commun, je pense, c'est la passion de la culture du bleuet sauvage, puis on veut que notre industrie progresse. Puis finalement, la résilience, là, on l'a encore vu l'année passée, là, même dans des situations où les prix sont meilleurs. On a eu une année l'année passée, on va se le dire, qui était catastrophique là, pour plusieurs producteurs. Les producteurs font preuve d'énormément de résilience avec toutes les fluctuations, autant des prix que des rendements. Puis je voulais lever mon chapeau et saluer l'ensemble des producteurs de bleuets par rapport à ça. Donc, je termine. Pierre-Olivier a déjà remercié les organisateurs des webinaires bleuets, mais moi, je voulais terminer en remerciant aussi toute la grappe de spécialistes qui entourent l'industrie du bleuet sauvage, puis qui aident les producteurs. Puis, ben, au premier chef, Pierre-Olivier, avec tous ses collègues du MAPAC, là, qui est un peu le fil directeur là, qui tient plusieurs dossiers, s'assurer qu'il y a plusieurs dossiers qui avancent. Maxime Paré, au niveau de la recherche à l'UQAC, avec ses étudiants qui commencent à prendre là, vraiment de plus en plus de place, entre autres avec la bibliothèque d'enseignement et de recherche. Bien sûr, Marie-Ève Moreau et toute l'équipe, là, je ne les nommerai pas toutes, là, mais ils vont se reconnaître et vous allez les reconnaître, toute l'équipe du Club Conseil Bleuet. Et je mentionne aussi les autres groupes conseils et agronomes qui conseillent les producteurs. Pierre Giovenazzo de l'Université Laval. Il va venir, je pense que c'est plus la semaine prochaine qu'il va venir faire il va y avoir deux présentations en apiculture, dont une par M. Giovenazzo, qui est un chercheur là, impliqué dans l'apiculture, puis entre autres le projet Api Bleu Max dans le bleuet. J'ai mentionné aussi Jean Lafont, je pense qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais qu'on connaît, qu'on voit régulièrement, là, entre autres par rapport à la fertilité des sols, etc. J'en oublie certainement, mais je voulais, c'est ça, remercier tous les spécialistes qui nous entourent, ce qui est super important si on veut augmenter la productivité des producteurs de bleuets dans le futur. Donc, c'est tout pour moi. Je relaisse la parole à M. Martel. Merci à tous et bonne journée. Donc, on va y aller dans la continuité. On va faire un petit retour sur la saison, la dernière saison, histoire de se remémorer les moments forts là, de la dernière saison. Puis on va y aller aussi avec une petite partie sur les actualités. En fait, je vous présente un seul sujet. Là. Je vais y aller un peu dans la continuité avec ce que Nicolas parlait. Là. Je vais vous parler de la pollinisation. En fait, des pollinisateurs. Donc, ça va aller comme ça. Retour sur la dernière saison. On va faire on va parler de la récolte au Québec, dans les Maritimes et au Maine, et pollinisateurs. Donc, l'hiver dernier, si on se souvient, un hiver particulièrement, où il y a eu particulièrement peu de neige, si on veut. Le couvert neigeux n'était pas épais. Et puis, les plants ont resté à découvert là, une bonne partie de l'hiver. Heureusement pour nous, quand même, les températures ont été aussi particulièrement chaudes. Donc, on voit ici, là, dans la petite carte du Canada, là, que partout dans le pays, les températures ont été au-delà des moyennes. En particulier au Québec, là, où c'est ça, on a vraiment eu un hiver chaud avec peu de neige. Quand même, il y a eu de la présence de gel hivernal, somme toute léger, mais il y en a eu au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord. Donc, le printemps a été à l'image de l'hiver, printemps très hâtif avec des températures chaudes,
dès le mois de mars, si on se rappelle, l'an dernier, le départ des glaces sur le lac Saint-Jean était le 16 avril. Ça veut dire que c'est dans un mois. Moi, je ne pense pas qu'on va répéter l'exploit cette année, même que je suis sûr que non. Au niveau, donc ça a causé un débourrement qui était particulièrement hâtif, puis une neige, la température chaude, les plants donc la sève s'est mise à monter, les fleurs sont sorties, puis ça faisait des fleurs qui étaient particulièrement susceptibles là, au risque de gel. On a aussi dénoté, là, en fait, les températures, le printemps était sec, donc la croissance de la végétation a été ralentie le printemps dernier. Donc, ce qui devait arriver arriva. Il y a eu un gel de fleurs. Le premier était dans la nuit du 23 mai. Gel important. Ça en est suivi une semaine après, là, 3 épisodes de gel dans les nuits du 28, 29, 30 mai. Et puis, probablement d'autres gels plus localisés, ceux-là, là, un peu partout sur le territoire. On en entendait parler pratiquement tous les jours. Le gel a sévi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord et au Témiscamingue. La température minimale atteinte était de jusqu'à -11 dans les secteurs les plus affectés. Et puis, il y a des apiculteurs qui ont dû déplacer leurs ruches par manque de fleurs. Donc, voici quelques images, là. C'est des images qui ont été prises suite au gel. Quand même, c'est pas le secteur qui était le plus affecté. On voit qu'il restait quand même quelques fleurs qui avaient pas été affectées, probablement qui étaient encore dans les bourgeons à ce moment-là. Mais quand même, là, ça a frappé. Excusez. Surprise, autre surprise, gel de fruits verts au mois de juillet, ce qui est pratiquement normal. Du gel au mois de juillet, avec des températures minimales qui étaient à -5 degrés pendant plus d'une heure. Le gel est survenu durant la deuxième semaine de juillet. Donc, on voit, vous ne verrez probablement pas ça souvent, là, des bleuets là, qui gèlent à ce stade-là. Euh, Au niveau des précipitations, là, on en a parlé tantôt, le printemps a été particulièrement sec. En fait, la sécheresse, là, il y a eu de la sécheresse en particulier dans la partie nord-ouest du lac Saint-Jean. Puis c'est là que se situe la station météo de Normandin. Au mois de mai, on l'a dit tantôt, manque d'eau, ça ralentit la végétation. Et puis fin juillet, et puis durant le mois d'août aussi, il y a eu peu de précipitations, ce qui a aussi nuit là, au grossissement des fruits. Si on compare là, avec la moyenne des 5 dernières années, là, on voit qu'on était nettement en bas de la moyenne au mois de mai et au mois d'août, puis même un peu en deçà là, au niveau du mois de juin et juillet. Par contre, ici, on parle de la moyenne 5 ans. Je voulais vous montrer un peu là, les dommages que ça peut causer là, en végétation, le gel. Au niveau des avis de dommages, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc sur les 227 assurés, il y a eu 214 avis de dommages. Sur ça, 194 dossiers ont été indemnisés pour une valeur totale de 9 462 807 $. Évidemment, la première cause de dommage était le gel. Et puis, comme deuxième cause, on trouvait la sécheresse dans 25 des cas. C'est des données qui nous viennent de la financière agricole. Au niveau plus phyto, si on parle plutôt du côté phytosanitaire, au niveau des maladies fongiques, euh, sans qu'il y ait nécessairement une plus grande pression de la maladie, les symptômes étaient plus accentués l'été passé. Là. Les taches de feuilles paraissaient plus sur les plants, c'est principalement à cause de la sécheresse. En fait, les plants étaient déjà en stress hydrique là, avec les taches de fleurs, les taches de feuilles ressortaient plus. Au niveau des insectes, excusez, je vais prendre de l'eau. Pour l'altise, le dépistage était à l'image du reste. Ça a commencé très tôt, dans la semaine du 3 mai. Il y avait des premières captures. Par contre, les captures sont restées faibles toute la saison. Et puis, bon, on parle peu d'arpenteuses, peu de tordeuses. Puis, ces insectes-là n'ont pas n'ont pas nécessité d'application d'insecticides. Je
pourrais difficilement vous parler d'insectes sans vous glisser un mot sur la mouche du bleuet. Mais sachez que le sujet va être vraiment traité de long en large là, la semaine prochaine dans une conférence conjointe de moi et Charles du Club Conseil Bleuet. Mais je vais y aller brièvement. Donc, on a eu sur les 40 sites qui étaient dépistés, 18 ont été positifs, dont certains étaient dans des nouvelles municipalités, des municipalités où on n'avait pas encore trouvé de mouche. En tout cas, du côté du MAPAC, on n'en avait jamais vu dans celle-là. Je vais vous les montrer plus tard. 11 sites, 11 des sites positifs avaient moins de 10 mouches pour l'ensemble de la saison, ce qui est quand même très peu. Évidemment, ça ne nécessite pas de traitement. La première capture, celle-là, tu es aussi surpris. Je pense que c'est l'année des surprises. Dans la semaine du 20 juin, à ce moment-là, on commençait à peine le dépistage et puis bang, une première mouche. Là, à ce moment-là, ben, ça a été surprenant, mais quand même, ça, ça a été une bonne chose parce que en fait, là, à ce moment-là, les fruits étaient encore tout petits puis verts. Fait que ça nous a permis de bien monitorer l'insecte, de le suivre 2 fois par semaine, voir l'évolution des populations, puis vraiment atteindre qu'il y ait une bonne émergence, qu'il y ait une bonne population de mouches, en fait, pour appliquer un insecticide puis en tuer le maximum. Donc, puis en même temps, ça nous donnait du jeu, étant donné que c'est les premières années là, qu'on doit travailler avec cet insecte-là. Ça donnait plus de temps pour bien penser à la stratégie. Puis apparemment, ça a été bon parce que les traitements ont été très efficaces. Donc, comme je vous disais, toutes les observations vont vous être présentées au webinaire du 23 mars prochain. Donc, sur une carte, là, si on regarde ça grosso modo, je vous ai mis en fait la carte de 2020 et celle de 2021. On voit qu'en 2021, là, il y a eu des nouveaux sites de capture. En fait, je dois vous dire une chose, par contre, quand on met une zone en jaune là, comme ça, c'est qu'il y a eu des captures, mais parfois, ça peut être une seule mouche sur un site. Donc, dans une grande zone en jaune, ça peut être un piège où il y avait une mouche, là. Par contre, nous autres, on considère que la zone, bon, il y avait de la présence de mouches dans cette zone-là cette année. Donc, en 2021, c'est rajouté les municipalités de Péribonka, Saint-Augustin, Sainte-Jeanne-d'Arc. On parle de Saint-Stanislas aussi, Gérardville. Puis à l'inverse, en 2020, ben, on avait capturé à Normandin. On n'a pas retrouvé là cette année. Et puis Notre-Dame-de-Lorette. Et puis cette année, il n'y en avait pas. Pourtant, les sites étaient dépistés partout. Fait que ben, la situation est en évolution. Là. On suit ça de près. Puis pour l'instant, rien d'alarmant, tout est sous contrôle. Il faut quand même être vigilant. Euh, donc, si on y va plus directement au niveau de la récolte totale au Québec et dans les maritimes et au Maine, la récolte a débuté dans la semaine du 8 août au Québec. Ce qui est quand même, en fait, si on se rapporte au printemps, là, bon, il y en a qui avançaient des 2, 3 semaines d'avance sur une année normale, ce qui n'était pas faux, mais la récolte est quand même arrivée relativement dans la normale, là, dans la première semaine d'août. Il faut dire que la faible récolte attendue permettait d'attendre le maximum de mûrissement des fruits avant de commencer l'usinage. Mais bon, quand même, on n'est pas arrivé avec une récolte 3 semaines à l'avance. Là. Ça vient nous dire en fait qu'il n'y a pas juste la température qui détermine le mûrissement des fruits. Là. La longueur des jours a aussi son effet. Donc, au niveau de la récolte, on parle de 36,3 millions de livres cette année au Québec. Si on regarde là, au niveau de l'État du Maine puis des autres provinces canadiennes qui produisent du bleuet, bon, il y a eu quand même une assez bonne récolte dans les maritimes, très bonne récolte au Maine. C'est vraiment le Québec qui se démarque par sa petite récolte. Si on regarde au niveau des moyennes des 5 dernières années, ben, c'est ce qu'on voit, c'est ça. Là, en fait, dans les maritimes, il était pratiquement dans la moyenne, peut-être un petit peu en deçà là, au niveau de la Nouvelle-Écosse. Le Québec nettement en bas, puis le Maine, eux, ils ont eu une belle récolte cette année. Donc, d'une façon plus globale, si on regarde la récolte totale canadienne et américaine de bleuets sauvages,
est en deçà de la moyenne, principalement due à la récolte québécoise. Donc, je vous avais dit que je vous parlerais des pollinisateurs. Nous y voici. Donc, pourquoi je vous en parle? En fait, c'est que c'est un des principaux facteurs qui influence le rendement puis la récolte finale. Donc, quand on a un plant qui est bien fertilisé, qui est en santé, c'est sur quoi qu'on peut jouer pour augmenter les rendements. Quand on sait qu'on n'a pas le contrôle sur le climat, ben, c'est la pollinisation. C'est vraiment ce qui permet d'augmenter les rendements de façon importante. Donc, on le sait, là, au Québec, on a maintenant une capacité de transformation qui est augmentée. Deux nouveaux transformateurs, des usines qui étaient déjà établies, qui sont plus performantes. Donc, l'atteinte des rendements optimaux va être de plus en plus nécessaire. Donc, c'est un sujet récurrent. Vous savez, j'en ai déjà parlé à la Journée Bleuet, mais c'est un incontournable. Il faut aussi dire que ça faisait partie des préoccupations là, dans la dernière planification stratégique du secteur, dès 2014, en fait. Si on regarde là, pour cette année, au niveau des ruches, il y a eu près de 30 000 ruches qui ont été louées pour la pollinisation des bleuets sauvages au Québec. Les mégachilles, 12 800 gallons, ce qui est très élevé. Les bourdons, 5 200 quads, une augmentation fulgurante là, par rapport à 2020. Si on ramène ça sur un graphique, de façon plus globale, sur 20 ans, ce qu'on voit, c'est que, en fait, depuis 2001 jusqu'à 2016, on avait quand même une augmentation assez régulière là, du nombre de ruches qui étaient louées. Ça semblait être, à ce moment-là, c'était pas un problème. 2016, ça a été l'année de tous les records, vous savez, année record de rendement, puis record de location de ruches aussi. À ce moment-là, on a dépassé les 37 000 ruches là, au Québec. Par contre, après ça, là, en 2017, bon, il y a eu une baisse des locations. À ce moment-là, probablement plus à cause de la baisse des prix. Mais suite à ça, même quand les prix se sont replacés, ça tendait à stagner. Et puis, même cette année, là, 2022, là, on va passer en deçà des 30 000 ruches. Puis même là, hier, je lisais dans Terre de chez nous, le président des apiculteurs qui parlait de 24 000 ruches disponibles, grosso modo. Là. C'est pas un chiffre qui est final, mais lui, c'était son attente. Donc, euh, clairement, il en manque. J'ai fait ici un scénario. Là. Si on voulait avoir une ruche à l'arc sur le territoire du plan conjoint, sur la côte nord, c'est 44 000 ruches qu'il faudrait au Québec. Et puis, à une ruche et demie à l'arc, c'est 65 000 ruches qu'il faudrait au Québec. 65 000 ruches, ça correspond à l'entièreté du cheptel apicole du Québec. C'est comme si toutes les ruches d'abeilles du Québec s'en venaient au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur la côte nord durant la floraison du bleuet. Puis vous conviendrez qu'à une ruche et demie à l'arc, là, je suis quand même pas trop, je suis pas dans l'exagération, comme on dit. Donc, heureusement, il n'y a pas juste les abeilles. On voit qu'il y a eu quand même une augmentation des locations de quads de bourdon l'an dernier. En 2021, on a dépassé les 7 200 quads. Au niveau des mégachilles aussi, on a dépassé les 12 000 gallons de mégachilles. Par contre, au niveau des mégachilles, là, déjà cette année, on sait que ça va être beaucoup moins que ça en raison des prix qui sont particulièrement élevés. Mégachille qui m'apparaît être un pollinisateur peut-être un peu plus, en tout cas moins constant. Là, c'est un insecte qui est quand même assez fragile et puis qui demande de la haute température pour polliniser. Donc, c'est clair, là. Puis à ça, il faut aussi penser faut aussi penser aux pollinisateurs indigènes là, qui, eux, nous donnent un fonds de pollinisation comme on veut. Après ça, ben là, on peut rajouter les pollinisateurs commerciaux puis atteindre des rendements optimaux. Euh, si si on parle seulement des bourdons et des mégachilles, c'est certain qu'ils vont faire partie de la solution pour aider à pallier au manque de ruches, mais de là à remplacer l'entièreté des ruches manquantes, ça me semble peu probable. On parle quand même d'un manque à gagner, grosso modo, entre 10 et 35 000 ruches selon le scénario. Mais ça me semble
peu probable, là, en fait, qu'on puisse remplacer toutes les ruches manquantes par ces pollinisateurs-là, en particulier dans les grands secteurs de production. Donc, j'ai mis une photo de fleurs, là. En gros, c'est parce que je trouvais ça bien beau. Puis aussi, pour se rappeler que ça fait vraiment une masse de fleurs au printemps. Dans la nature, ça n'existe pas, là, autant de fleurs, autant de plants qui fleurissent en même temps. Donc, clairement, les pollinisateurs indigènes peuvent nous donner un sérieux coup de main, mais c'est pas suffisant. Et puis, ça prend une grande force pollinisatrice là, pour aller butiner chacune de ces fleurs-là plusieurs fois pour nous donner des bleuets abondants puis de bon calibre. Donc, on le dit là, en guise de conclusion, c'est un enjeu qui est connu depuis plusieurs années. Ça va demander une collaboration très importante entre les filières apicoles et la filière du bleuet. Il y a un comité de pollinisation justement issu des deux filières qui est actuellement en œuvre pour tenter de trouver des solutions. Parmi les solutions discutées, bon, une liste non exhaustive, favoriser les pollinisateurs indigènes, ceux qui nous coûtent rien en fait, là, puis qu'on devrait favoriser au maximum, augmenter le cheptel apicole québécois, solliciter de nouveaux apiculteurs qui ne font pas de pollinisation à venir en faire. Peut-être qu'il y en a qui sont tout simplement pas au courant ou à qui on pourrait donner un petit coup de main puis qui s'équipent pour venir apporter des ruches. Améliorer les conditions pour les abeilles au moment de la pollinisation. Ce que je veux dire là, c'est d'améliorer les conditions nutritives en particulier en installant soit des parcelles de butinage ou en conservant des espèces indigènes qui fleurissent en même temps que le bleuet. On sait que c'est un peu contre-intuitif, mais ça va donner une nourriture plus diversifiée aux abeilles. Si on pense à nos cerisiers, les amélanchiers qui fleurissent à peu près en même temps. Et puis augmenter les importations. Donc, ça fait aussi partie des options. Il faut dire que les provinces maritimes rencontrent aussi cet enjeu. Donc, ça ne va pas mieux de ce côté-là. Au niveau des ruches, là, ils sont aussi à la recherche de ruches. L'Ontario a eu des importantes baisses de cheptel. Problème complexe, mais fondamental, qui demande de s'y attarder sans relâche. En fait, c'est ma meilleure conclusion. Je n'ai pas de solution précise à vous amener aujourd'hui, mais je pense que c'est un enjeu de longue haleine, comme on dit. Donc, c'est ce qui fait le tour de ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Donc, j'invite maintenant Mme Geneviève Telmos à nous présenter les résultats de son projet de recherche sur l'effet des fertilisants et des fongicides sur le microbiote du bleuetier. Mme Telmos complète actuellement une maîtrise à l'UQAC et elle a récemment été nommée chef d'études en gestion des cultures pour Agriculture et Agroalimentaire Canada. Alors, en Amérique du Nord, la culture du bleuet sauvage se fait essentiellement avec deux espèces de bleuets. On parle de Vaccinium angustifolium, le bleuet à feuilles étroites, et aussi de Vaccinium myrtioides ou l'RL fausse myrtille. Tous les deux appartiennent à la famille des Ericacées, qui sont des végétaux qui s'implantent dans des milieux qu'on pourrait juger de plutôt inhospitaliers. En effet, le sol de leur habitat se caractérise par un pH qui est acide, une faible quantité de nutriments minéraux et aussi une abondante quantité de nutriments organiques. Et ces nutriments organiques-là ont la particularité d'être peu accessibles aux végétaux, contrairement aux nutriments minéraux. Dans un tel milieu, la survie des Ericacées tient à une symbiose qu'elles font avec un champignon mycorhizien. Les champignons mycorhiziens, ce sont des champignons présents dans le sol qui vont faire une association symbiotique au niveau des racines des plantes. Et puis, à partir des racines, ils vont former un réseau de filaments dans le sol. Et ces filaments-là, on les appelle des ifs. Les ifs deviennent en quelque sorte une extension au système racinaire des plantes, ce qui fait que les plantes mycorhizées vont avoir accès à un plus grand volume de sol pour obtenir des nutriments, puis dans certains cas aussi pour obtenir de l'eau. Il existe 4 types de champignons mycorhiziens et chez les Ericacées, on retrouve spécifiquement les champignons mycorhizes éricoïdes. Comme je le disais, ils vont aller chercher des nutriments dans le sol qu'ils vont transférer à leurs plantes hôtes en échange de sucre
que la plante produit par photosynthèse. Mais à la différence de la majorité des champignons mycorhiziens, les champignons mycorhizes iricoïdes ne vont pas seulement aller chercher des nutriments dans le sol, ils sont également capables d'aller les chercher directement dans la matière organique, ce qui fait que dans leur milieu, ils vont jouer un rôle double sur le plan écologique en étant à la fois des symbiotes et aussi des décomposeurs de matière organique. Les champignons mycorhizes iricoïdes ont montré leur importance pour toutes sortes de végétaux, mais en particulier pour le bleuet. Entre autres, il y a une étude qui a été faite sur l'RL fausse-myrtille où les plants mycorhizés présentaient une plus grande biomasse et une meilleure résistance à la sécheresse comparée aux plants qui étaient non mycorhizés. Dans le bleuet en Corrèze, on a rapporté un peu la même chose, à savoir une meilleure biomasse, une meilleure croissance, des tiges plus ramifiées avec des plants qui étaient mycorhizés. On a aussi vu une meilleure absorption et utilisation des nutriments comparé aux plants qui étaient non mycorhizés. Il y a même une étude aussi dont les résultats suggèrent que la présence de champignons mycorhizes iricoïdes pourrait réduire l'incidence de certaines maladies fongiques. Maintenant, si je vous parle un peu plus de la culture du bleuet sauvage, je ne vous apprendrai rien par rapport aux pratiques pour optimiser les rendements en fruits, mais pour faire un rappel, donc on parle de la fauche aux tiges habituellement qui est faite aux 2 ans. Il y a aussi l'utilisation de fertilisants et aussi l'application de fongicides pour contrôler les maladies fongiques qui affectent le bleuet sauvage cultivé. Toutefois, en ce qui a trait à la fertilisation et aux fongicides, la littérature rapporte certains effets négatifs sur les champignons présents dans le sol, autant dans des milieux agricoles que dans les milieux forestiers. On rapporte une diminution de la biomasse fongique dans le sol, une diminution de la diversité des champignons du sol, et ça, la diversité, c'est le nombre d'espèces différentes dans un milieu donné. Et puis, on rapporte également des changements dans la structure des communautés fongiques du sol. Et comme ces effets sont peu documentés en ce qui a trait à la culture du bleuet sauvage, c'est pour ça que mon projet a été élaboré. Il a comme objectif principal d'évaluer la croissance et l'abondance des champignons mycorhizes iricoïdes dans le sol d'une bleuetière commerciale qui reçoit des applications de fertilisants et de fongicides. On a élaboré différentes hypothèses qui prennent en compte 3 facteurs, donc le fongicide, le fertilisant et aussi la période d'incubation. Pour ce qui est du fongicide et du fertilisant, on a supposé qu'il était pour y avoir un effet négatif sur la biomasse fongique puis sur la composition en espèces. Et pour la période d'incubation, on a supposé l'effet contraire. Maintenant, si je parle un peu plus de la réalisation sur le terrain de mon projet, donc il a été fait, comme ça a été mentionné tantôt, à la bleuetière d'enseignement de recherche de Normandin, qui est sous la gestion de la CAFEN depuis 2008. On a fait 3 périodes d'échantillonnage, donc de l'été 2019 à l'été 2021. Le dispositif était constitué de 64 unités expérimentales qui ont été disposées de manière égale sur 2 sites identiques. Et puis, à chaque année, la moitié des unités expérimentales se retrouvaient en phase végétative, puis l'autre moitié en phase productive. Chaque unité expérimentale a reçu une de 4 combinaisons de traitement. Donc, il y avait avec et sans fongicide, puis avec et sans fertilisant. Chacun des traitements a été répété 4 fois pour chacune des phases, et ce, à chaque année. Au niveau des intrants, maintenant, on a utilisé un fertilisant minéral qui était appliqué à un taux de 50 kg d'azote par hectare et de 30 et 20 kg par hectare en ce qui a trait au phosphore et au potassium. On a aussi, je ne l'ai pas indiqué, mais on a aussi ajouté du bore pour ceux qui peuvent se poser la question. La fertilisation a été faite à la fin mai ou début juin, selon les conditions printanières. Pour ce qui est du fongicide, on a utilisé un fongicide que probablement beaucoup d'entre vous connaissez, le Proline, qui est un fongicide non sélectif et qui est systémique. Il a été appliqué à un taux de 315 ml par hectare autour du 20 juillet. Et puis, les 2 intrants ont été utilisés uniquement durant la phase végétative, donc une année sur 2 dans le cycle de production. Au niveau de l'échantillonnage pour les ifs fongiques, on a utilisé la méthode des sacs de sable. Ça consistait à remplir avec du sable stérile des petits sacs de nylon. Pour vous donner une idée, ça ressemble un peu comme un sachet de thé, mais genre 2-3 fois plus gros. Et puis, on a utilisé un nylon à très faible maillage, donc 50 micromètres. Et le but de ça, c'était pour permettre aux ifs d'entrer dans les sacs, étant donné que les ifs sont très fins, et puis de garder à l'extérieur les racines qui sont plus grosses.
Les sacs ont été insérés sous la couche de matière organique dans la bleuetière, à peu près à 5 cm de profondeur, et puis ont été incubés là, selon 2 périodes différentes. Donc, une première période de 30 jours, du 20 juin aller jusqu'au 20 juillet, et une autre période de 90 jours, du 20 juin aller jusqu'au 20 septembre. En juin 2021, on a dû retourner à la bleuetière. Ce n'était pas prévu à la base, mais quand on a débuté nos analyses de sacs de sable, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment de biomasse fongique pour faire certaines analyses. Fait qu'en juin 2021, on est retourné faire des échantillons de sol. Et puis, dans nos unités expérimentales, ce qu'on a prélevé, c'est vraiment la couche superficielle de matière organique. Bon, une fois que nos sacs de sable ont été incubés, ils ont été récoltés, et puis là, ils ont servi à évaluer la biomasse fongique. On a utilisé 2 méthodes, puis la première méthode était une méthode qui utilisait le microscope. Donc, ce qu'on a fait, en gros, c'est qu'on est allé chercher 10 grammes sur notre 50 grammes là, qui était dans nos sacs de sable. Fait que pour chacun des sacs de sable, on a sous-échantillonné 10 grammes qu'on a placé dans un grand bécher, auquel on a rajouté une petite quantité d'un acide faible. Et puis ça, pourquoi on a ajouté de l'acide citrique, c'est que les champignons de coryzien produisent une glycoprotéine qu'on appelle la glomaline. C'est très utile sur le plan écologique ou agro-environnemental, étant donné que ça agit comme agent collant au niveau des particules du sol. Mais pour étudier les mycorhizes, c'est un peu moins commode. Fait que pour nous aider à séparer les ifs des grains de sable, on a mis l'acide, puis on a brassé doucement pendant 30 minutes. Ensuite, on a ajouté de l'eau pour avoir un volume final de 1 litre. On a remis tout ça sous agitation maximale pendant 1 minute pour vraiment bien mettre les ifs en suspension. Et là, on a fait un prélèvement de 10 millilitres qu'on a filtré à l'aide d'une seringue, au bout de laquelle on avait installé un support qui, lui, contenait une membrane quadrillée. Et c'est cette membrane-là qu'on a observée au microscope. Puis sur notre membrane, on a compté tous les points de contact des ifs avec les lignes verticales. Et ce nombre-là a été converti en longueur d'if par mètre, plutôt longueur d'if en mètres par gramme de sol avec la formule qu'on voit. Notre deuxième méthode utilisée, c'est ce qu'on appelle la perte au feu. C'est un petit peu plus simple. Ce qu'on a fait, encore une fois, on est retourné sous-échantillonner nos sacs de sable. Donc, on a prélevé 5 grammes dans chacun des sacs qu'on a pesé dans un creuset en porcelaine. Les creusets ont été placés dans un four à mufle. Ça a été chauffé à 550 degrés pendant 16 heures. Puis, une fois que ça a été complété et que les creusets ont été refroidis, on les a repesés. Et c'est cette différence de poids-là, entre avant et après la combustion, qui nous a permis d'obtenir notre contenu en matière organique. Pour ce qui est des échantillons de sol qu'on est retourné faire en juin 2021, donc le but de ça, c'était pour connaître la composition en espèces des communautés fongiques. Donc, on a évidemment là, fait de l'extraction et du séquençage d'ADN. L'extraction a été faite par le Centre sur la biodiversité de l'UDM. Puis le séquençage, lui, il a été fait par le Centre d'excellence en recherche sur les maladies orphelines qui est situé à l'UQAM. Au niveau des résultats, bien, malheureusement, je ne pourrais pas tous vous les présenter parce qu'on est toujours en attente des résultats de séquençage. Je suis bien déçue. On espérait pouvoir les recevoir à temps, mais bon, ce n'est pas arrivé. Donc, allons-y je vais vous présenter là, les résultats de biomasse fongique. Fait que dans un premier temps, je vous présente les résultats en fonction là, des traitements là, de fongicides et de fertilisants. Fait que sur l'axe des X, on retrouve là, un contrôle suivi d'un fongicide, du fertilisant puis de la combinaison des deux. Sur le graphique de gauche et sur l'axe des Y, on va retrouver les longueurs d'if en mètres par gramme de sol. Puis à droite, c'est le contenu en matière organique dans les sacs de sable. Et cette valeur-là, elle est en pourcentage. Donc, dans les deux cas, ce qu'on voit, c'est que pour le traitement de fongicides, on a une plus grande biomasse fongique. On parle d'une différence de 25 par rapport au contrôle et de 15 de 25 qui a trait à la longueur des ifs, puis de 15 par rapport au contrôle pour ce qui est de la matière organique. Les analyses statistiques ont montré qu'il y avait seulement que pour les longueurs d'if que cette augmentation-là, elle était significative. Mais pour ce qui est du contenu en matière organique, bien, notre valeur de P était quand même proche du seuil de significativité. Là, donc, nos résultats disent quand même la même chose, à savoir qu'il y a seulement que le traitement de fongicides qui a eu un impact par rapport au contrôle. Les deux autres traitements ne sont pas statistiquement différents. Le deuxième résultat, lui, est en fonction du temps. Donc, sur l'axe des X, on retrouve nos deux périodes d'incubation. Puis en Y, bien, c'est la même chose, là, les longueurs d'if en mètres par gramme de sol sur le graphique de gauche, puis la matière organique
sur le graphique de droite. Puis encore ici, on voit là, la même tendance là, pour les deux ensembles de données. Fait qu'une augmentation de la biomasse fongique en fonction du temps. Donc, on parle de 150 de plus pour ce qui est des longueurs d'IF, puis une augmentation de 30 pour ce qui est de la matière organique. Ici, les analyses statistiques ont montré là, que dans les deux cas, là, les augmentations elles étaient significatives. Maintenant, si je vais au niveau de l'interprétation des résultats, bien, je ne m'aventurerai pas très loin en ce qui a trait là, au résultat pour le premier résultat, en fait, l'effet du fongicide sur la biomasse fongique, sans les données moléculaires. Donc, c'est difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé. Il est possible que certaines espèces là, aient été inhibées par le fongicide, puis là, d'autres espèces moins sensibles au fongicide ont peut-être juste occupé l'espace qui était libéré par les espèces inhibées. C'est possible aussi que certaines espèces aient utilisé le fongicide, les résidus de fongicide comme source de carbone pour finalement se développer. Donc, sans le résultat de séquençage, là, c'est difficile d'expliquer ce qui s'est passé. Mais pour la période d'incubation, ça, c'est un peu plus simple là, au niveau de la biomasse. Nos résultats sont concordants avec les résultats de d'autres études qui ont été faites avec des sacs de sable là, pour échantillonner des ifs fongiques. Fait que comme eux, là, en fonction du temps, là, notre biomasse, là, elle a augmenté. Également, ces résultats-là sont concordants avec le patron de croissance des champignons mycorhiziens. Ce qu'il faut savoir, c'est que les champignons mycorhiziens sous les latitudes nordiques vont faire leur croissance là, du printemps aller jusqu'à l'automne, étant donné qu'ils reçoivent des sucres là, que les plantes produisent par photosynthèse. Puis on s'entend, là, surtout pour des espèces feuillues, là, comme le bleuet, c'est vraiment l'été là, que se passe la productivité végétale. Donc, je n'ai pas beaucoup de résultats, mais on trouvait ça quand même intéressant de vous les présenter. Puis comme conclusion préliminaire, ce qui est quand même une bonne nouvelle, c'est que l'utilisation de fertilisants et de fongicides n'a pas eu d'impact négatif sur la biomasse fongique présente dans la bleuetière à l'étude. C'est certainement dû au fait qu'on est quand même dans un système qui est non intensif. Rappelons-nous que les applications ont été faites seulement durant la phase végétative, puis que le taux d'azote utilisé est quand même faible, là, 50 kg par hectare aux 2 ans. C'est pas si élevé si on compare en milieu agricole. Par exemple, là, je vais prendre à peu près la pire culture, là, le maïs, là, où est-ce que ça peut être 170 kg d'azote à l'hectare par année. Également, si on compare mes résultats avec d'autres expériences qui ont été faites, des expériences semblables, là, soit avec le bleuet sauvage ou d'autres espèces du même genre, bien, pour des taux de fertilisation similaires aux nôtres, bien, les études n'ont pas rapporté d'effet sur la mycorhisation ou sur la biomasse fongique du sol. La mycorhisation, c'est une autre façon d'étudier les champignons mycorhiziens, puis ça consiste à observer au microscope les racines des plantes, puis de compter les cellules des racines là, qui sont colonisées par des mycorhizes. Et puis, pour ce qui est du fongicide, je n'ai pas trouvé d'études qui ont utilisé le même fongicide que nous, mais il y en a un dans la canneberge qui a utilisé un fongicide similaire, puis un autre avec le bleuet des marais qui ont utilisé un fongicide qui a les mêmes caractéristiques, là, donc un fongicide systémique qui est non sélectif. Puis, dans les deux cas, il n'y a pas d'effet du fongicide là, qui avait été observé là, pour la mycorhisation ou la biomasse fongique. Je termine en rappelant que c'est ça, sans les données de séquençage, là, c'est difficile d'avoir un portrait précis, ou du moins là, plus précis pour savoir ce qui s'est passé, puis surtout pour expliquer l'effet du fongicide sur la biomasse fongique. Donc, je remercie toutes les personnes et les organismes qui ont contribué à la réalisation de mon projet. Merci aussi à vous pour votre attention, puis je vais répondre à vos questions avec plaisir. Donc, notre prochaine conférencière va aussi nous présenter les résultats d'un projet de recherche. Celui-ci porte sur l'impact des pratiques agricoles sur la culture du bleuet au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notre conférencière, Mme Anne Schmidt, a effectué un baccalauréat en biologie à l'UQAC et travaille actuellement au Club Conseil Bleuet. Elle a réalisé son projet dans le cadre de la maîtrise qu'elle est en voie de terminer à l'UQAC. Ça, c'est un autre projet qui est issu de la bleuetière d'enseignement et de recherche. Donc, merci Pierre-Olivier. Ça me fait plaisir d'avoir la chance de vous présenter mon projet ce matin, en espérant, comme Pierre-Olivier disait plus tôt, qu'on puisse se rencontrer enfin en personne l'an prochain.
Donc, je pense que je ne surprends personne en vous disant que le Québec, c'est la principale province productrice de bleuets sauvages au Canada, puis que nous, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est la région avec le plus grand nombre de producteurs. Ici, le bleuet, c'est principalement représenté par les espèces Vaccinium angustifolium et Vaccinium myrtioides. Ces deux espèces qui vont être présentes naturellement sur les sols qui sont sablonneux, acides, pauvres en éléments nutritifs, bien drainés. Le bleuet, c'est une plante à rhizome à partir duquel vont être produites les tiges aériennes. Donc, pour stimuler la croissance de nouvelles tiges, les producteurs procèdent au fauchage de la partie aérienne des plants selon un cycle de production de 2 ou 3 ans. Le rendement en bleuet, c'est vraiment imprévisible d'une année à l'autre parce qu'il dépend de plusieurs facteurs. Entre autres, il y a les conditions météo qui sont, comme vous le savez, hors du contrôle des producteurs. Toutefois, il y a aussi d'autres facteurs, comme par exemple la présence de maladies, de mauvaises herbes, le niveau de régénération des plants, qui, eux, peuvent être influencés par les producteurs avec différentes pratiques agricoles. Donc, nous, c'est ce à quoi on s'est intéressé dans ce projet-là. Donc, tout d'abord, la première pratique qui nous a intéressés, c'est la fauche des bleuetières. Elle va permettre de maintenir puis d'augmenter la régénération des bleuets. Il existe deux principales façons de faire, donc la fauche mécanique avec une faucheuse ou encore une combinaison de la fauche mécanique à une fauche thermique qui va se faire avec un brûleur, comme on peut le voir sur l'image ici. Le brûlage, ça peut permettre, entre autres, de mieux contrôler la présence d'organismes nuisibles, comme par exemple les mauvaises herbes, les champignons pathogènes. Puis ça peut aussi, dans le fond, il a été démontré que le dépôt de cendres qui est occasionné par le brûlage peut aussi induire un effet fertilisant sur la bleuetière. En revanche, c'est primordial de brûler à intensité et à fréquence optimale parce qu'un brûlage excessif peut réduire la couche de matière organique qui est présente à la surface du sol et donc causer une baisse de la production à long terme. La deuxième pratique à laquelle on s'est intéressé, c'est l'application de fongicides. Donc, les maladies fongiques sont de plus en plus fréquentes dans les bleuetières du lac Saint-Jean. Donc, l'utilisation de fongicides, c'est une pratique qui gagne en popularité auprès des producteurs. Cependant, ce n'est pas tous les fongicides qui se sont démontrés efficaces pour l'instant. Ça va être important de bien contrôler leur application parce que les pays qui achètent les bleuets, ils ont mis en place des normes qui dictent la limite maximale de résidus de pesticides qui peuvent être retrouvés sur les fruits. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas en abuser. Enfin, la dernière pratique qu'on a regardée, c'est la fertilisation. Donc, qu'elle soit minérale ou organique, elle va permettre d'augmenter les rendements en bleuets. Cependant, l'utilisation de fertilisants, ça ne doit pas se faire dans n'importe quel contexte. Par exemple, il a déjà été démontré que si on utilise des fertilisants minéraux, ça peut augmenter la présence de mauvaises herbes si elles sont déjà présentes initialement sur la bleuetière. Donc, à ce moment-là, ça va devenir inutile, voire même néfaste d'utiliser la fertilisation minérale parce que le bleuet, lui, n'est pas efficace pour accéder aux éléments nutritifs quand il est en situation de compétition avec d'autres mauvaises herbes. Quant à la fertilisation qui est organique, il a été démontré qu'elle nécessite plus de temps avant d'être efficace sur les caractéristiques des plants, comme par exemple leur croissance ou leur nombre de bourgeons floraux, parce qu'elle va être plus difficilement assimilée par le bleuet. Donc, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les pratiques à prioriser pour limiter les coûts et optimiser la productivité des bleuetières? L'objectif principal du projet, c'est donc d'expérimenter l'incidence de diverses pratiques agricoles sur le rendement en bleuet, mais aussi sur d'autres variables connexes, comme par exemple le nombre et la hauteur des tiges, qui nous permet d'avoir une idée de la biomasse de bleuet, ainsi aussi que le pourcentage de mauvaises herbes et de maladies. Comme maladie, ici, il y a seulement la tache septorienne qui a été considérée parce que c'est celle qui était la plus présente sur le site du projet. Les pratiques agricoles qu'on a évaluées, c'est celles que je viens de vous présenter. Donc, on a le type de fauche, mécanique ou mécanique et thermique, l'utilisation de fongicides avec ou sans, ou encore l'application d'engrais, donc minéral, organique ou sans engrais. Donc, voici maintenant les hypothèses qui sont associées à cet objectif. Donc, pour le type de fauche, on s'attend à ce que le brûlage augmente le rendement, le nombre et la hauteur des tiges également, mais on s'attend à voir une diminution de la présence de mauvaises herbes et de taches septoriennes.
Pour ce qui est des fongicides, on s'attend à ce qu'ils augmentent les rendements ainsi que le nombre et la hauteur des tiges, encore une fois, et diminuent la présence de la tache septorienne. Et enfin, pour ce qui est de la fertilisation, on s'attend à ce que fertiliser, encore une fois, augmente les rendements, le nombre et la hauteur des tiges. Et particulièrement pour la fertilisation minérale, on s'attend à voir une augmentation du taux de mauvaises herbes. Le site d'étude où s'est déroulé le projet, en fait, c'est localisé, comme Pierre-Olivier vous l'a dit, à la Bleuetière d'enseignement et de recherche, donc la Berre de Normandin. Le dispositif a été installé à l'automne 2016, puis les données sont recueillies à chaque été depuis l'installation, donc depuis l'été 2017. L'étude en question que je vous présente, elle implique 96 parcelles de 15 par 22 mètres et toutes les parcelles ont été fauchées mécaniquement avec une faucheuse. Par la suite, il y en a la moitié qui ont également été brûlées avec un brûleur au propane. Dans les deux cas, la fauche a été effectuée quand les plants étaient en dormance, donc soit tard à l'automne après les premiers gels ou tôt au printemps. La moitié des parcelles ont également été traitées avec des fongicides alors que les autres non. L'application de fongicides a eu lieu au milieu de l'été pendant lequel les plants étaient en phase végétative seulement. Le fongicide qui a été appliqué, c'est le Proline. Il permet entre autres le contrôle de la tache septorienne qui nous intéressait dans ce cas-ci. Puis, les parcelles ont également été séparées en 3 traitements d'engrais. Donc, le tiers ont reçu de l'engrais minéral, le tiers de l'engrais organique et finalement, le dernier tiers sont des traitements contrôle qui n'ont pas reçu d'engrais. Les fertilisants ont été appliqués au début du mois de juin à la surface du sol avant que les plantes en émergent. Pour ce qui est de la récolte de données, donc le nombre, la hauteur des tiges, le pourcentage de mauvaises herbes et également de maladies, ça a été mesuré en 2017 et en 2018 en utilisant 4 quadrats de 0,25 m². Ils ont été distribués sur un transect qui traverse en diagonale chaque parcelle pour, premièrement, obtenir un échantillonnage qui est représentatif de l'ensemble de la parcelle, mais aussi pour revenir sensiblement aux mêmes endroits d'une année à l'autre. Cependant, en 2019 et en 2020, c'est plutôt 3 quadrats qui ont été utilisés pour des raisons techniques. Les données ont été prises à l'ahoutement des bleuetiers, donc entre la dernière semaine de juillet et la deuxième semaine d'août selon l'année. Et pour ce qui est du rendement, les fruits ont été récoltés avec un tracteur et un peigne, puis pesés par la suite dans chaque parcelle. Les résultats que je vais vous présenter, donc, on va voir le nombre de tiges, donc la densité en tiges, leur hauteur, le pourcentage de taches septoriennes et le rendement. Je vous présente seulement les résultats qui ont été significatifs. Donc, les mauvaises herbes ne seront pas présentées ici parce qu'on n'a pas obtenu aucun résultat significatif avec les pratiques qu'on a appliquées. Donc, pour commencer, voici les résultats en ce qui a trait à la densité de tiges, donc le nombre de tiges. À gauche, on a les résultats en année végétative et à droite, on est en année productive. Ça va toujours être comme ça pour tous les résultats que je vais vous montrer. Donc, sur l'axe des Y, ici, on a le nombre de tiges par mètre carré et sur l'axe des X, l'interaction entre les traitements fongiques et les fertilisants. Donc, les bandes unies sont les traitements sans fongicides et les bandes lignées sont avec fongicides. En noir, on a les traitements d'engrais minéral, en gris, organique et en blanc, les traitements contrôle sans engrais. Dans tous les graphiques que je vais vous présenter, il y a des petites lettres au-dessus des bandes qui représentent les différences significatives statistiquement. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en année végétative comme productive et quand aucun fongicide était appliqué, la fertilisation n'a pas permis d'augmenter le nombre de tiges. Par contre, quand des fongicides étaient appliqués, l'ajout d'engrais minéral a permis d'augmenter le nombre de tiges d'environ une centaine par mètre carré, même un peu plus pour ce qui est de la phase productive. Par contre, l'ajout d'engrais organique, elle, n'a pas eu d'effet sur le nombre de tiges. L'azote qui est contenu dans l'engrais, c'est le principal élément qui est responsable de l'augmentation du nombre de tiges. Donc, même s'il est connu que les bleuets ont la capacité d'absorber l'azote sous sa forme organique, c'est un processus qui se fait grâce à une association, avec des mycorhizes éricoïdes, puis ce processus-là est lent. Donc, peut-être que plusieurs années sont nécessaires pour voir un effet des engrais organiques sur la densité des tiges. En comparaison, l'effet de l'engrais minéral, lui, va plus être immédiat parce que le bleuet assimile directement l'azote quand il est sous sa forme inorganique.
Ici, c'est les résultats en ce qui a trait la hauteur des tiges. Donc, sur l'axe des Y, on a la hauteur en centimètres et sur l'axe des X, on a les traitements fertilisants. Toujours en noir minéral, en gris organique et en blanc le contrôle sans engrais. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en année végétative comme productive, la fertilisation a permis d'augmenter la hauteur des tiges d'environ 1-2 cm pour ce qui est de la fertilisation organique et d'environ 3 pour la minérale. Encore une fois, c'est l'azote qui est contenu dans les fertilisants qui permet d'augmenter plusieurs traits allométriques, dont leur hauteur. Et l'azote qui provient de la fertilisation minérale est utilisé plus rapidement et plus efficacement que celle de la fertilisation organique. Donc, comme on peut voir, son effet sur la croissance en hauteur des plants en est d'autant plus grand. Voici maintenant les résultats en ce qui a trait le pourcentage de taches septoriennes qu'on peut voir sur l'axe des Y. Sur l'axe des X, ici, on a encore le traitement fertilisant, donc noir minéral, gris organique et blanc sans fertilisant. C'est possible de voir que l'application de fertilisants minéraux a permis de réduire la présence de la tache septorienne d'environ 2 %, autant en année végétative que productive. La tache septorienne, c'est une maladie dont la sévérité va augmenter quand les conditions climatiques sont chaudes et humides en mai et en juin. Si après ça, les mois de juillet puis d'août deviennent plus secs, ça va favoriser la chute prématurée des feuilles qui ont été atteintes par la maladie. Ces feuilles-là, une fois par terre, vont conduire au développement de pycnides et de spores qui vont être responsables de la maladie l'année suivante. Donc, c'est possible de conclure que les zones qui sont affectées par la sécheresse en juillet et en août, suite à un printemps plutôt humide, vont être plus propices au développement de la maladie l'année d'après. Il y a également une étude qui a été réalisée en 2003 qui a démontré que la fertilisation avait la capacité de réduire les symptômes de sécheresse des plants. Donc, c'est possible de supposer que la fertilisation minérale réduit la prévalence de la tache septorienne parce qu'elle va diminuer les symptômes de sécheresse des plants, donc leur défoliation, et donc le nombre de feuilles au sol qui peuvent produire des spores et des pycnides. Toujours concernant le pourcentage de taches septoriennes qu'on peut voir sur l'axe des Y, en axe des X ici, on a l'interaction entre l'année et le type de fauche qui est utilisé. Donc, du côté gauche, le côté végétatif, on a 2017 en jaune, 2018 en bleu, 2019 en rose et 2020 en vert. Même chose du côté productif, mais on n'a pas 2017 parce qu'il n'y avait aucun champ qui était productif cette année-là. Les bandes unies ont été fauchées mécaniquement seulement et les bandes qui sont quadrillées ont été brûlées également. C'est possible de voir que durant l'année végétative, le type de fauche qui a été utilisé n'a pas fait de différence, à l'exception d'en 2017 où le pourcentage de taches septoriennes est plus élevé de 2 % dans les parcelles qui ont été brûlées. Les résultats en phase productive démontrent plutôt le contraire. Donc, on n'a aucune différence excepté en 2019 où les parcelles qui ont été brûlées démontrent une réduction du taux de taches septoriennes de 3 %. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les effets de la fauche sur les maladies sont variables. Cependant, comme les spores se propagent facilement avec le vent, la pluie, c'est possible de penser qu'un brûlage qui aurait été fait sur l'ensemble de la bluetière serait plus efficace pour réduire la présence de la maladie, ce qui n'était pas notre cas ici parce que seulement la moitié des parcelles ont été brûlées. Enfin, on a également vu un effet année fongicide pour les champs végétatifs à gauche. Encore une fois, 2017 en jaune, 2018 en bleu, 2019 en rose et 2020 en vert. Et on a vu aussi un effet fongicide seul pour les champs productifs à droite. Donc, dans les deux cas, les bandes unies sont des traitements sans fongicide et les bandes lignées sont avec fongicide. C'est possible de voir qu'en végétatif, les fongicides ont permis de diminuer le taux de taches septoriennes en 2017 et en 2020. Donc, on parle de diminution de 2 et de 1 %. Tandis qu'en productif, l'effet était plus général, donc ne dépendait pas de l'année, et les fongicides ont permis de réduire l'incidence de la maladie d'un peu plus d'1 %. C'est normal que le Proline n'ait pas complètement éradiqué la maladie. Premièrement, parce qu'il a été appliqué en année végétative seulement. Il a été démontré que c'était plus efficace de l'appliquer également en année productive. Et aussi, il a été appliqué encore une fois seulement sur la moitié des parcelles. Donc, ça n'a pas complètement limité la propagation des spores par le vent, la pluie, etc.
Enfin, le dernier résultat que je vous présente, c'est celui associé au rendement qu'on peut voir sur l'axe des Y, il est en kilogrammes par hectare. Sur l'axe des X, on a à gauche l'effet fertilisant et à droite l'effet fongicide. Il a été démontré que l'ajout de fertilisant, qu'il soit minéral ou organique, va permettre d'augmenter le rendement. On a une augmentation d'au plus 800 kg par hectare et l'ajout de fongicide permet une augmentation d'environ 200 kg par hectare. Donc, comme on a pu le voir, la fertilisation améliore plusieurs caractéristiques des plants. On a vu le nombre de tiges puis leur hauteur, mais il y a également le nombre de bourgeons floraux. Comme je vous l'ai mentionné également, les fertilisants peuvent limiter les effets négatifs de la sécheresse sur les plants en améliorant d'autres traits, comme par exemple la concentration foliaire en nutriments, la croissance des racines, la photosynthèse. Donc, ça, c'est toutes des améliorations qui peuvent expliquer le gain de rendement qu'on a obtenu. En ce qui concerne les fongicides, qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'ils ont permis majoritairement une diminution, du taux de tâches septoriennes d'environ 1 %. Donc, le taux de tâches septoriennes a passé de 6 à 5 %. Ça semble trop peu pour expliquer un gain de rendement de 200 kg par hectare, mais il y a une étude qui a été réalisée dans la culture de la vigne qui a démontré que les fongicides augmentent le potentiel antioxydant des plants et que cette augmentation-là permet, comme pour les fertilisants, de limiter les effets négatifs de la sécheresse et des autres stress environnementaux. Donc ça pourrait bien expliquer le gain de rendement obtenu. Donc, pour conclure, si on regarde l'effet des pratiques sur le rendement, là, qui était vraiment la principale variable d'intérêt dans ce cas-ci, on voit que le brûlage n'a pas permis d'atteindre un gain de rendement, ni même d'améliorer les autres paramètres qui ont été étudiés. Pour ce qui est de l'utilisation des fongicides, on a un gain de 200 kg à l'hectare. On avait également une diminution du taux de maladie, puis même un effet sur le nombre de tiges quand il était combiné à l'engrais minéral. En plus d'améliorer le nombre de tiges, l'engrais minéral a augmenté la hauteur des tiges, diminué le nombre de maladies et a permis un gain de rendement de 800 kg à l'hectare. Puis enfin, la fertilisation organique, même si elle est plus difficile à assimiler pour les bleuets, elle a permis d'augmenter la hauteur des plants et a occasionné également un gain de rendement de 700 kg par hectare. Par contre, toutes ces pratiques-là engendrent également des coûts. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'elles ont permis d'augmenter suffisamment le rendement pour être rentables au final? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a calculé approximativement les coûts pour chacune des pratiques. Donc, le brûlage fait à la baie, si on inclut le propane, la machinerie, l'opérateur, on a évalué que ça pourrait coûter environ 575 $ par hectare. Pour l'utilisation du ProLine, les données de 2020 rapportent environ 110 $ par hectare, la dose de fertilisant minéral 215 $ et celle de fertilisant organique 900 $. Si on compare ça au prix du bleuet, donc par kilogramme, j'ai comparé deux types de bleuets. On a ceux qui sont dits sans pesticides, ce qui signifie qu'il n'y a aucun intrant qui a été ajouté durant l'année de récolte. Et on a ceux biologiques, donc qui sont cultivés selon les règles et les normes de régie biologique. J'ai pris les prix pour le bleuet. Dans le fond, le bleuet sans pesticides, j'ai pris les prix des 5 dernières années qui variaient entre 1,80 $ du kilogramme et 66 sous, donc pour une moyenne de 1,14 et j'ai ajouté 25 % pour le bleuet biologique, donc pour 1,43. Si on regarde la colonne des bénéfices, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'avec la fauche thermique, on n'a pas eu de gain de rendement, donc on a seulement payé notre brûlage. Dans le bleuet sans pesticides, l'utilisation des fongicides a permis un bénéfice de 118 $ par hectare, la fertilisation minérale de 697 $ par hectare et dans le bleuet bio, la fertilisation organique a permis un gain de 101 $ par hectare. Ce qu'on peut en conclure, c'est que c'est vraiment bénéfique en régie sans pesticides d'utiliser des fongicides, particulièrement en combinaison avec l'engrais minéral également, puis que c'est également bénéfique en régie biologique de fertiliser, mais que le brûlage, lui, ne permet pas d'augmenter les rendements, ni même d'agir comme un fongicide efficace. Donc, peut-être une bonne alternative dans la production bio, ce serait de se tourner vers les biofongicides. C'est des produits qui suscitent de plus en plus d'intérêt. Et d'ailleurs, mon collègue du Club Conseil, Charles, va vous en parler plus longuement aujourd'hui. Donc, je n'irai pas plus loin à ce sujet-là.
Donc, voilà, c'est ça qui conclut ma présentation. Je voudrais vous remercier pour votre écoute. Je tiens également à remercier évidemment mon directeur de recherche, M. Maxime Paré, professeur-chercheur à l'UQAC, et mon co-directeur, M. Jean Lafont, chercheur chez Agriculture Canada. Je veux aussi remercier tous les autres partenaires qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet. Et je suis disponible si vous avez des questions. Pour la prochaine conférence, j'inviterai M. Charles Bouchard à venir nous présenter les résultats de son tamisage de biofongicides contre les taches foliaires dans le bleu hénin. Une conférence qui, bien sûr, risque d'intéresser les producteurs biologiques dans la salle. M. Bouchard est diplômé en biologie de l'UQAC et il détient une maîtrise sur la croissance de la qualité du bois des plantations. Il travaille au Club Conseil Bleuet depuis maintenant 2019 comme responsable du volet projet. Alors, comme disait ma collègue tantôt, merci d'être présent. Premièrement, je vais vous présenter les résultats du projet de tamisage de biofongicides contre les taches foliaires dans le bleu hénin. C'est un projet qu'on a fait au Club Conseil Bleuet là, entre les années 2019 et 2021. Alors, si vous me permettez, je vais commencer par une petite introduction. Comme les autres conférenciers vous en ont parlé, et évidemment, c'est évident, là, je pense, pour tout le monde qui sont ici, les maladies foliaires, c'est un enjeu économique important pour les producteurs de bleuets sauvages du Québec. D'ailleurs, il a été souvent prouvé qu'on était mieux de traiter, malgré les coûts économiques liés à ça, parce qu'il peut avoir vraiment des effets sur les rendements là, non négligeables. Pour les producteurs en régie conventionnelle, c'est sûr qu'on en a parlé tantôt, là, il existe le ProLine, qui est un traitement conventionnel, que son efficacité n'est pas éprouvée, là, il est très efficace. Mais il existe peu d'informations sur des produits qu'on pourrait utiliser pour ceux qui souhaitent soit diminuer l'utilisation du ProLine ou soit encore des producteurs en régie biologique qui n'ont pas vraiment d'outils pour l'instant, à part certains produits qu'on va parler tantôt. Donc, le projet vise vraiment à répondre à cette demande, là, pour fournir des outils supplémentaires pour la lutte contre les maladies fongiques, principalement là, les taches foliaires. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'évaluer l'efficacité des différents biofongicides, qu'ils soient homologués ou non. Vous allez le voir tantôt, certains sont homologués dans le bleuet pour d'autres maladies, d'autres ne le sont pas du tout. Et pour simplifier les choses au niveau même, nous, de nos observations, là, on a regroupé les maladies foliaires comme la tache septorienne, la tache valdensienne, la rouille du bleuet. On va les appeler aujourd'hui les maladies foliaires pour simplifier les choses. En fait, dans le projet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer l'efficacité des traitements avec le traitement conventionnel au ProLine et aussi un témoin. Dans le but, s'il y a des produits qui ressortent du lot, là, de soutenir peut-être une demande d'homologation, encore une fois, pour fournir aux producteurs qui veulent réduire leur impact environnemental ou d'autres pour des questions de résistance, entre autres, là, leur fournir des nouveaux outils. Alors, si vous me permettez, on va commencer rapidement. On va regarder rapidement la méthodologie. Donc, comme je vous disais, un projet sur 3 ans dans 2 secteurs, un à Albanel, un à Notre-Dame-de-Lorette, dans des champs en végétation qui avaient été exempts là, de traitement fongique depuis plus de 5 ans. Donc, pour chaque année, on faisait un dispositif. Donc, à chaque année, on implantait un nouveau dispositif dans les 2 sites. Pour tester les 9 traitements, donc 7 produits qu'on testait et le ProLine et le témoin. 4 répétitions, donc un total de 36 parcelles, des parcelles de 2 mètres par 6 mètres. On voit ici un schéma là, du dispositif expérimental. Ensuite, les traitements qui étaient à l'étude. Alors, premièrement, l'actinovate, qui est essentiellement, c'est des bactéries là, de type Streptomycete. Ensuite, l'oxydate, qui lui est vraiment comme un produit, si vous voulez, désinfectant ou assainisseur, là, entre autres à base de peroxyde d'hydrogène. Ensuite, on a le Confine, qui est un acide phosphoreux. Le Coppercide, qui est un hydroxyde de cuivre. Le Cueva, qui est un octanoate de cuivre. Le Parasol, qui est aussi un hydroxyde de cuivre sous une autre formulation. Ensuite, on a tenté un traitement avec l'oxydate, un premier passage à l'oxydate, ensuite des applications de Cueva. On voulait comme ça, peut-être, si vous me permettez l'expression, comme assainir la parcelle, assainir les plants, pour ensuite appliquer le fongicide à base de cuivre pour voir si on ne pouvait pas avoir un effet qui était accentué de cette façon-là. Ensuite, le traitement conventionnel au ProLine et pour finir, un témoin dans lequel on a juste mis de l'eau.
Voici un exemple de une des années au niveau de l'échéancier, qu'est-ce que ça pouvait représenter. Donc, évidemment, début de saison, on allait faire le piquetage. Le copercide nécessitait une application de chose soufrée, fait qu'on la faisait, comme vous pouvez voir, là, à fin juin. Ensuite, les applications commençaient dès l'apparition des premiers symptômes. Donc, avant que les taches se colorent, là, souvent on le voit en dessous des feuilles, ça coïncide à peu près avec le début du mois de juillet. Ensuite, il y a eu une application environ 8 ou 10 jours, là, dépendamment de la météo. Et 3 semaines après le premier traitement et ensuite, une fois par mois jusqu'à la fin de la saison, on faisait une évaluation du recouvrement de la maladie et de d'autres paramètres. Je vais vous les présenter tantôt. Et vers la fin de la saison, on faisait une évaluation de la défoliation et aussi le potentiel de rendement, c'est-à-dire le décompte des bourgeons floraux. Et on retournait l'année plus tard pour aller ensuite prendre les rendements en année de récolte ou en année de production. Pour les paramètres qu'on mesurait, alors évidemment, ce qui nous intéresse le plus, c'est de faire un pourcentage général des recouvrements des maladies foliaires qu'on avait dans nos parcelles. Ça demandait vraiment à notre équipe de se développer l'œil, comme on dit, de toujours avoir aussi les mêmes observateurs. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé pour pouvoir avoir un pourcentage global des maladies foliaires. Ensuite, on voulait regarder si les traitements qu'on faisait engendraient des symptômes de phytotoxicité. Ça, je vous le dis tout de suite, je ne vous les présentais pas parce qu'on n'en a pas eu dans notre étude. Donc, pas de phytotoxicité pour tous les produits qui ont été testés. Ensuite, on a regardé la hauteur moyenne des plants et le pourcentage de défoliation et le potentiel de rendement. Donc, comme je vous disais, des pourcentages de défoliation, évidemment, en fin de saison. En fin de saison aussi, potentiel de rendement, décompte du nombre de bourgeons floraux. Et l'année suivante, là, on allait prendre les rendements. Alors, si on regarde rapidement les résultats, je vous présente ici le recouvrement des maladies foliaires. Donc, le pourcentage global des 3 années compilées des 2 sites compilés. Je tiens à attirer votre attention sur les 2 flèches rouges pour commencer. Comme vous pouvez voir, là, les analyses de variance, là, on peut voir avec les lettres, là. Donc, évidemment, comme vous l'avez vu dans les autres présentations, si les traitements ne partagent pas la même lettre, c'est parce qu'ils sont différents significativement. Alors, comme vous pouvez voir au niveau significatif, qu'est-ce qui ressort? C'est vraiment le Proline qui est différent du témoin et le copercide qui est différent du témoin. Un produit ici à base de cuivre. Le parasol, je vous ai mis une flèche orange parce qu'il était tout près lui aussi d'être significatif avec un résultat presque similaire au copercide. Et compte tenu qu'il va apparaître tantôt dans les autres résultats, je trouvais ça important de le souligner ici aussi. Alors, ces produits-là semblent, copercide et parasol, entre autres, semblent quand même assez bien performer comparé au Proline. Et évidemment, on montrait là, des différences quand même assez marquées avec le témoin. Pour le pourcentage de défoliation en fin de saison, encore une fois, les 3 années combinées et les 2 sites combinés, j'attire ici votre attention sur les 3 mêmes produits, là, le copercide, le parasol et le Proline, qui sont différents significativement du témoin. Mais ici, on rajoute aussi le Confine, là, qui est un nouveau produit qui apparaît là, au niveau de ce paramètre-là comme étant très efficace aussi. On regarde la croissance en hauteur. Alors, la croissance en hauteur, vous ne voyez pas les lettres de l'analyse de variance, simplement parce qu'il n'y avait pas de différence significative entre les traitements au niveau de la croissance en hauteur. Pas vraiment une surprise, car la croissance en hauteur est plutôt, si vous voulez, induite là, par la disponibilité dans le sol de différents nutriments. Donc, pas d'impact direct là, des maladies foliaires ou des traitements des maladies foliaires là, sur la hauteur des plants. Pour ce qui est des bourgeons floraux, ça, on aurait pu s'attendre, comme on a parlé tantôt là, dans la présentation de Anne, on aurait pu s'attendre à des différences significatives entre les traitements. Malheureusement, notre étude n'a pas permis de mettre ça en évidence. Comme vous pouvez voir, là, même le Proline ne se démarque pas de façon significative du témoin. Évidemment, la grande variabilité dans nos parcelles, l'agencement des différents clones et aussi des 2 espèces qu'on a parlé tantôt, là, Angustifolium myrtioides, peut engendrer évidemment là, une grande variabilité, donc impossible pour nous de faire sortir le signal et de détecter des différences significatives. C'est quand même une surprise, on se serait attendu à avoir des différences à ce niveau-là. Pour les rendements, encore une fois ici, pas vraiment de différence significative entre les traitements. Il y en a une entre l'Actinovate qui performait très mal dans les autres paramètres et le parasol, mais il n'y a rien vraiment d'intéressant à sortir de ça. On voit que l'Actinovate, c'est comme le seul qui a
qui a eu un rendement qui s'approche des valeurs de référence, les autres étant toutes un peu inférieures à cette fameuse valeur de référence-là. Donc, en conclusion, le projet a permis d'identifier, entre autres, 2 produits qui semblent plus efficaces contre les maladies foliaires, soit le Copercid et le Parasol, 2 produits d'hydroxyde de cuivre. Je suis quand même, j'attire votre attention sur le Confime qui, lui, a bien performé pour un des paramètres. C'est quand même des résultats qui sont intéressants parce que les biofongicides ne sont pas réputés pour performer comme les fongicides conventionnels. Comme je vous ai montré tantôt, les résultats ont permis, entre autres, sur le recouvrement des maladies et la défoliation. Au niveau du Copercid, là, pour les 2 paramètres et le Parasol pour la défoliation, il y avait une différence significative, ce qui est intéressant. Le Confine, c'était pour la défoliation. Fait que ces 3 produits-là, si j'avais à en nommer, là, qui sont les plus intéressants, c'est vraiment ceux-là. Par contre, comme je vous ai dit, notre étude n'a pas permis de mettre en lumière l'effet des traitements sur le nombre de bourgeons ou encore les rendements. Donc, la prochaine étape, on est parti de 7 produits qui nous intéressaient et là, on est rendu à 3. Fait que ce serait évidemment très intéressant de poursuivre les recherches sur ces 3 produits-là, entre autres, afin d'avoir des résultats plus intéressants à présenter, entre autres sur les rendements, peut-être d'avoir des parcelles plus grandes, d'y aller à l'échelle du champ. Comme disait tantôt Anne, là, les sports sont dans l'air, alors de faire des petites parcelles, c'est sûr, ça peut influencer les résultats. Alors, ça serait vraiment intéressant d'avoir des données plus précises sur ces 3 produits-là, mais entre autres sur le Parasol et le Copercid, parce que ces produits-là, en ce moment, ne sont pas du tout homologués dans le bleuet. Alors, ça serait vraiment intéressant là, de poursuivre les études sur ces produits-là afin de pouvoir peut-être soutenir une homologation et donc de permettre aux producteurs là, d'avoir un producteur qui souhaite réduire leur impact environnemental ou encore des producteurs biologiques, d'avoir des outils de plus dans la lutte là, contre les maladies foliaires. Je termine en remerciant là, le MAPAC qui a financé ce projet-là et M. Jean Lafont là, pour ses conseils avisés. Mais par-dessus tout, là, évidemment, un gros merci aux producteurs qui ont participé au projet, sans qui là, ce projet-là n'aurait pas été possible. Alors, merci. Je vais plutôt inviter M. François Potvin, qui est conseiller agricole pour la MRC Maria Chapdelaine, à venir vous présenter un service qui est bien intéressant. C'est le service de jumelage et d'accompagnement l'Artère. Vu les belles réussites qui sont issues de cet organisme depuis les dernières années, on s'est dit que ça valait la peine de faire un ajout à l'horaire. Donc, François, c'est à toi. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de nous faire une petite place là, dans votre avant-midi assez chargé et assez instructive. Merci. Je viens vous parler un petit peu de l'Artère. Je vais vous présenter dans quelques instants une petite capsule vidéo qu'on a montée. L'Artère, c'est une initiative provinciale, comme Pierre-Olivier l'a emmené, de jumelage agricole. C'est dans le but d'assurer une relève lorsque les entreprises agricoles n'ont pas de relève apparentée. Fait que, rapidement, là, je vais vous présenter la petite vidéo, puis après, là, je vous donnerai quelques informations par rapport à ça. Laissez-moi un petit instant. L'Artère est un service de maillage axé sur l'accompagnement et le jumelage entre aspirants agriculteurs et propriétaires. Il privilégie l'établissement de la relève et la reprise de fermes qui n'ont pas de relève identifiée afin d'assurer la pérennité des entreprises et du patrimoine agricole au Québec. François. Là. Vous hésitez à vous lancer dans le monde agricole? C'est bon. Écoutez ces propriétaires inspirants qui ont choisi de rester ou de s'installer au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour réaliser leur rêve agricole. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je trouve que c'est une région de rêve, si on veut. C'est sûr que, comme je dis, j'avais déjà une appartenance pour cette région-là, vu que je viens d'ici, mais avoir eu à choisir, ça aurait été ici. Les grands espaces, la proximité malgré tout, de la job, de tout, finalement, même du monde. Les autres cultivateurs, les autres agriculteurs sont tous proches. Là, ça fait une belle fraternité. Les avantages d'avoir des jeunes dans une entreprise, là, les entreprises agricoles, en général, c'est des assez petites entreprises, donc pas un très gros réseau d'employés.
On les a pas souvent dans l'entreprise agricole. Si on recule de 10 ans ou 15 ans, moi puis Daniel, on était les deux plus vieux de l'entreprise. On avait un certain nombre d'employés. On vire toujours avec 7-8 employés. Mais la moyenne d'âge était relativement âgée. Puis on avait le défi de rajeunir ça. En 2014, on a intégré un non-apparenté, un jeune qui travaillait pour nous autres depuis plusieurs années. Il a commencé, je pense, à 14 ans à travailler pour nous autres. On l'a rentré en actionnaire avec nous autres. À ce moment-là, Francis était à l'extérieur. Qu'avec une relève comme Artère, c'est tout change. Là. Ton jeune, il te pousse, il est enthousiaste, il veut des GPS, il veut tout. Puis en plus, ben, un jeune de l'Artère peut changer ta qualité de vie, peut changer ton moral, il t'encourage, t'as ta main-d'œuvre les fins de semaine, tout va bien. J'ai été 20 années à travailler dans la forêt en Abitibi. Puis on a tout le temps quand même, dans l'intérieur, l'agriculture. Hein. Je suis revenu en région, on a été acheter des terrains pour faire des bleuetières. J'ai jasé avec mon oncle Nicolas. C'est là qu'on a décidé de s'implanter une cannebergière. On est assez choyé avec Nutrinor. On a le matériel, le fuel, les tracteurs, on a tout ce qu'il nous faut alentour. On n'a pas besoin d'être proche des grands centres pour faire une culture agricole ici, au Lac-Saint-Jean. Puis, on a justement plus de terre, plus de terrain. Mon rêve agricole, c'est sûr que ça serait mes enfants qui s'en viendraient, qui viendraient dans l'entreprise prendre la relève. On en discute justement. Ça commence à les appeler un peu plus. On a quand même du monde qui travaille autour pas mal. Fait que lui, là, il peut aujourd'hui s'approcher puis venir penser de l'avoir plus tard puis d'investir dans ça. Là. Le fait d'être une plus petite région agricole, même si l'agriculture est très importante au Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien, ça nous donne accès facilement, je dirais, même au syndicalisme. J'ai la chance de m'impliquer avec le syndicat local, le PA du Fjord. Le maillage avec les agriculteurs du coin se fait très facilement. Fait que pour quelqu'un comme moi qui arrivait là, avec un baccalauréat en agriculture, mais avec aucune expérience familiale, bien, ça a été un apprentissage assez facile. Au Québec, on a la chance de pouvoir rêver à être médecin, à être chirurgien, à être n'importe quoi pratiquement. Il faut aussi pouvoir rêver à être agriculteur, je crois. Puis c'est ce que j'ai réussi, puis c'est ce que les producteurs d'œufs ont réussi à faire. C'est-à-dire avec le programme d'aide au démarrage. Bien, un jeune comme moi qui a grandi ça arrive sud de Montréal, bien, j'ai pu aboutir à Saint-Ambroise avec un paquet de poules en vive, avoir 3 enfants qui s'intéressent, qui viennent nous aider. Mais quand on me dit qu'Artère facilite le maillage entre des gens qui veulent quitter la production et des jeunes qui veulent y entrer, bien, je vois ça que positivement. Je pense qu'un des défis qu'on a en agriculture, c'est de faire en sorte que l'agriculture soit disponible à des jeunes qui sont intéressés par le milieu agricole, pas juste des fils et des filles d'agriculteurs. Il y a juste des avantages d'être en région, finalement. L'agriculture au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout est possible. Il ne manque que toi. Viens réaliser ton rêve. Soutenu par le gouvernement du Québec, Place aux jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean est fier de collaborer avec l'Artère pour accompagner les professionnels de 18 à 35 ans dans leur projet de vie chez nous. Nous pourrons soutenir l'ensemble de votre famille avec des services sur mesure et gratuits. Séjours exploratoires, aide à la recherche d'emploi, activités de réseautage et plus encore. Nous travaillons avec passion pour que votre arrivée et votre établissement dans notre région soient le plus agréable. Pensez-y, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent. Ailleurs. C'est bon? Oui, on t'entend. Oui. OK, on est de retour. Donc, ça ressemblait d'une publicité, mais ça en est un peu une aussi. Là. Puis comme vous avez vu à la fin, l'entièreté de la région est maintenant représentée par différents agents Artère. Vous avez vu les 4. Là. Il y a un petit changement du côté de la Saint-Jean-Est. Mme Croft a pris sa retraite en décembre dernier, là, mais son remplaçant ou remplaçante devrait être nommé sous peu. Le message, là, en terminant, là, je ne prendrai pas plus de votre temps. Là, ce que je vous dirais, c'est
de ne pas hésiter des propriétaires qui commencent à penser peut-être à relève, puis qui n'ont peut-être pas encore identifié leur relève, de ne pas attendre. Tu sais, l'artère, ce n'est pas une agence immobilière, c'est plus un service d'accompagnement dans le but de faire des maillages. On a des inscriptions d'aspirants, puis on a des inscriptions de propriétaires. Puis l'objectif, c'est de réaliser le meilleur maillage possible pour assurer que la poursuite des activités. Là. Fait que, c'est pas une question de rapidité, malheureusement. Des fois, là, les gens pensent qu'ils vont inscrire leur propriété quand ils sont prêts à vendre, puis qu'on va leur trouver un propriétaire dans les jours à venir, puis tout va se conclure. C'est pas l'objectif de l'artère. L'objectif de l'artère, c'est vraiment la pérennité des activités, la pérennité des entreprises, puis d'assurer le transfert. C'est d'assurer carrément une relève lorsque les propriétaires, producteurs n'ont pas de relève d'identifier, soit familiale ou proche. C'est vraiment d'essayer de les accompagner pour trouver un bon match. Là. Fait que vous avez les différentes coordonnées, mais comme vous voyez, là, c'est simple, c'est les MRC du territoire. Fait qu'hésitez pas à lâcher un coup de fil pour toute information là, par rapport à ça. Moi, je vous dirais là, de ne pas attendre. C'est vraiment un processus qui se travaille là, à moyen long terme. Fait que n'hésitez pas, passez le mot. Je suis content d'être ici à votre journée bleuet parce que je vais être bien honnête avec vous, des producteurs de bleuets inscrits comme propriétaires, on n'en a pas énormément, pour ne pas dire qu'on n'en a pas beaucoup. Puis vous savez le nombre de producteurs de bleuets ici, là, ça fait que je pense là, que ce serait un bon service qui peut vous être offert là, pour assurer la poursuite de vos entreprises. N'hésitez pas à contacter votre agent artère. Il y en a dans toutes les MRC. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, François. Bien apprécié. Donc, c'est ce qui met fin à notre premier avant-midi de webinaire. Donc, nous en sommes maintenant à la fin de notre premier webinaire. Nous espérons que cette première demi-journée vous a plu et que nous allons vous retrouver la semaine prochaine avec des présentations tout aussi intéressantes et enrichissantes. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, faites vite, les places sont limitées. C'est une blague ici, les places sont illimitées. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine et on se revoit bientôt. Merci tout le monde pour votre participation.